Bienvenue dans cette interview accordée par le chef d'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour David. Tous les sujets qui rythment la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire intéressent les Ivoiriens. Oui. Mais dans le cadre de ce plateau spécial, nous allons nous en tenir à 3 thèmes principaux qui, nous l'espérons, ressortiront l'essentiel des préoccupations de vos compatriotes. Il s'agit du social, de la politique intérieure et des questions internationales. Pour échanger avec vous, Monsieur le Président, je suis avec Venance Kouna, oui, journaliste, directeur général du groupe Fraternité Matin. Bonjour, Monsieur le Président. Content de vous voir. Merci. Valérie Boni, correspondant de la radio BBC. Voilà. Bonjour, Monsieur le Président. Et Anna Sylvestre, correspondant de France 24 et RFI. Monsieur le Président, première question. Après des années de crise, la Côte d'Ivoire reprend le chemin de la croissance, le chemin du développement économique, comme en témoignent les rapports de la Banque mondiale et du FMI. Alors, comment êtes-vous parvenu à ce résultat? Était-ce un défi pour vous? Ah oui, bien naturellement. Cela a été un grand défi. Avec la fin de la crise post-électorale, le pays était en ruine et il fallait parer au plus pressé, il fallait parer aux urgences. Nettoyer la ville. Vous vous souvenez, il y avait des cadavres partout. C'était dramatique ce que nous avons trouvé en sortant de l'hôtel du Golfe. Mais je ne voudrais pas m'appesantir sur cet aspect de notre passé récent. Ce qu'il fallait, c'était avoir un plan d'urgence que j'ai conçu d'ailleurs, qu'on appelle le programme présidentiel d'urgence alors que j'étais à l'hôtel du Golfe. Et également avoir une équipe pour mettre en œuvre le programme sur lequel j'avais porté ma campagne, qui était le programme Vivre Ensemble, avec bien sûr tous les partis politiques qui m'ont soutenu. Et je dois dire que la qualité de l'équipe est un élément essentiel de la mise en œuvre de tout plan ou de tout programme. Nous sommes mis au travail, c'est un élément essentiel également. Et grâce à cela, au fil des mois, des ans, la Côte d'Ivoire a retrouvé la normalité. Ça n'a pas été facile. Il fallait prendre des décisions difficiles. Mais fondamentalement, moi, je suis très optimiste. Je crois que nous sommes sur la bonne voie. Et malgré cette embellie, certains des Ivoiriens disent qu'ils ne ressentent pas les fruits de la croissance dans leur vécu quotidien. Alors, Monsieur le Président, entendez-vous ces paroles de vos compatriotes qui disent que la vie est chère en Côte d'Ivoire? Oui, moi je crois que nos concitoyens, certains qui ressentent cela ont raison. On ne peut pas donc reconstruire un pays en ruine et donner satisfaction à tous nos concitoyens en 4 ans. On oublie souvent qu'au mois de mai, j'ai fait 4 ans. Je n'ai même pas encore entamé la totalité, la dernière année de mon mandat. Alors, ceci étant, vous savez, ma préoccupation fondamentale, c'est le mieux-être des Ivoiriens. J'ai fait campagne là-dessus, j'ai dit à nos concitoyens, j'allais faire en sorte que la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens surtout, aillent mieux. Que j'allais faire des choses avec mon équipe pour la santé, pour l'éducation, pour le niveau de vie, etc., l'eau potable, l'électricité, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, je signale que nous avons pris un pays où le taux de pauvreté était au-delà de 51%. C'est-à-dire que plus d'un Ivoirien sur 2 était considéré comme pauvre. Nous venons de faire une récente enquête qui montre que le taux de pauvreté a beaucoup baissé. Vous savez, quand un pays entre dans une pauvreté chronique, comme la Côte d'Ivoire l'a vécu, on ne peut pas redresser les choses en 4-5 ans. Le taux de pauvreté, d'ailleurs, ne baisse que de 1 point par an. Et normalement, il faudrait une vingtaine d'années pour qu'on retrouve des taux de pauvreté d'1 tiers. Mais mon ambition, c'est de forcer ce taux à la baisse et faire en sorte qu'en 2020, nous ayons un taux de pauvreté qui soit largement inférieur donc à 25%. Vous parliez de bien-être des Ivoiriens, il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été construites, des ponts, des routes, des autoroutes, mais comme le disent les Ivoiriens, on ne mange pas les ponts. Est-ce que vous avez des estimations ou des données chiffrées de l'impact qu'il y a eu réellement ces travaux sur la vie des Ivoiriens? Ah oui. Bon, on ne mange pas des ponts, c'est vrai, ou on ne mange pas goudron comme les gens le disent, mais vous savez, un des problèmes majeurs que nous avions, c'était d'évacuer d'abord les productions dans les zones de production alimentaire, de produits vivriers,
sur les centres urbains, il n'y avait pas de route. Je vous parlais des ponts, c'est très bien, mais il n'y avait même pas de route. Les pistes n'avaient pas été déblayées pendant 10 ans. Les camions ne pouvaient pas aller dans les villages, ramasser les produits vivriers, donc des femmes qui font donc les productions. Et nous avons paré à tout cela. Les ponts constituent un élément essentiel de l'évacuation. Et les ponts créent des emplois. Et quand les gens ont des emplois, ils font manger leurs enfants, ils font manger leurs familles. Les ponts permettent de relier les populations. C'est quand même important. Cet aspect de la Côte d'Ivoire qui a été divisé, le pont, c'est tout un symbole qui rassemble les Ivoiriens, qui relie les Ivoiriens d'un côté à l'autre. Alors moi, je continuerai de construire des ponts parce que j'estime que cela fait partie non seulement du mieux-être des Ivoiriens, et les gens vont le ressentir de mieux en mieux, mais cela fait partie également de tout un symbole de mon objectif de construire un pays moderne où les infrastructures sont de qualité. Quand j'étais Premier ministre il y a 25 ans, la Côte d'Ivoire avait des meilleures infrastructures que la Tunisie ou le Maroc. Mais aujourd'hui, il n'y a rien de comparable, mais nous y allons y arriver. Nous allons reprendre notre place parce que nous avons cette volonté et je crois que les Ivoiriens le comprennent. Je suis très engagé à améliorer le sort des plus défavorisés. C'est cela en réalité le but de la politique. Si on n'arrive pas à faire en sorte que la majorité de la population se sente mieux, considère que sa situation sociale s'est améliorée, ce n'est pas la peine de faire de la politique. On ne fait pas... Moi, je ne suis pas venu pour me servir, je suis venu pour servir les Ivoiriens. Et je pense que, bon, les indicateurs, je ne veux pas rentrer dans les chiffres, mais les indicateurs le montrent. Que ce soit au niveau de l'eau potable, nous avons quand même donné à Abidjan, en 5 ans, en 4 ans d'ailleurs, plus d'eau qu'en un demi-siècle, depuis l'indépendance. Nous avons réglé une bonne partie des problèmes d'électricité, même si ces temps-ci, il y a des coupures qui sont reliées aux questions d'intempéries et aux difficultés que nous avons donc, de passer d'un système à l'autre. Mais fondamentalement, nous avons plus d'électricité par tête d'habitant aujourd'hui qu'il y a 10 ans, qu'il y a 15 ans ou même qu'il y a 5 ans. Et ainsi de suite. Nous avons construit beaucoup plus de centres de santé, des écoles. En fait, je pense que nous aurons l'occasion d'inviter tout cela. Mais je voudrais insister, Valérie, pour dire que ceux qui disent on ne mange pas goudron, on ne mange pas les ponts, c'est vraiment de la mauvaise foi. Parce que nous savons bien que le pont Henri Konan Bédié est une infrastructure dont les Ivoiriens rêvaient depuis des décennies. Alors quand on donne cela, la politique, ce n'est pas seulement le matériel. Il y a ce sens, la fierté des Ivoiriens, que nous avons accompli quelque chose d'important. Nous avons un échangeur qui n'existe nulle part en Afrique, même en Afrique du Sud. Moi, je pense que nous sommes sur la bonne voie et je continuerai de construire des ponts, de construire des routes, de construire des écoles, des centres de santé, et ainsi de suite. Monsieur le Président, permettez-moi de revenir sur l'électricité. Oui. On a annoncé récemment une hausse des tarifs d'électricité. Et dans les jours et semaines qui ont suivi, on a assisté à des coupures. Certains ont interprété ça comme un délestage. Le moins qu'on puisse dire, c'est que le courant ne passe plus. Ou si vous voulez, les Ivoiriens n'y voient plus rien. Nous sommes passés de 1100 mégawatts de production à pratiquement 1600 mégawatts. C'est-à-dire que nous avons en 4 ans augmenté la production d'électricité de quasiment 50%. En plus de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons trouvé un système vétuste au plan des infrastructures de distribution. Vous pouvez produire donc du courant, mais si les infrastructures, les câbles ne sont vieux et parce qu'il y a beaucoup d'électricité, ça saute. Bien sûr que le courant ne passera pas. S'il y a une inondation ou bien des pluies très fortes qui font que certaines infrastructures sont endommagées, c'est ce que nous avons vécu, et ainsi de suite. Alors, moi, je suis très attristé de savoir que, avec tous ces progrès que nous faisons, que nombreux de nos concitoyens ont souffert de ces coupures d'électricité. Mais je prends l'engagement que dans quelques semaines, quelque chose sera définitivement derrière nous. Et je vais plus loin. Quand nous avons commencé, nous étions parmi les derniers en matière de production et d'offres d'électricité à nos concitoyens. Nous étions parmi les derniers en matière donc, de disponibilité d'électricité, je dirais, pour me résumer. Mais
les coupures d'électricité étaient fréquentes. Il y a 5 ans, souvenez-vous, les coupures d'électricité, c'était toutes les semaines. À tel point que ceux qui pouvaient avaient acheté des groupes électrogènes. Mais à la date d'aujourd'hui, nous avons moins de coupures d'électricité que la plupart des pays africains, même mieux que l'Afrique du Sud. Nous sommes à moins de 40 heures de coupures d'électricité par an. L'Afrique du Sud est à près de 42 heures ou plus. Le seul pays qui nous dépasse, c'est le Cap-Vert. Bon, c'est une île qui a 500 000 habitants, qui a du soleil. C'est beaucoup plus facile, bien sûr, d'encadrer la production et la distribution d'électricité dans un tel espace. J'ai foi en notre politique énergétique. Bien sûr, je pourrais rentrer dans les détails, mais ce qui importe, c'est de continuer de produire. Je veux qu'en 2020, notre production soit à 4000 MW, c'est-à-dire la production du Nigeria d'aujourd'hui, le Nigeria qui a 175 millions d'habitants. Je veux que nous ayons réhabilité toutes les infrastructures de distribution et nous sommes en négociation pour le faire. Et je voudrais qu'en le faisant, nous puissions baisser le prix de l'électricité pour les ménages, mais aussi pour les industries. Parce que c'est en produisant et en vendant de l'électricité à un prix moindre que nous allons pouvoir faire en sorte que notre économie devienne plus compétitive. Alors, donc, évidemment, le Conseil des ministres a décidé hier d'une hausse modérée du prix de l'électricité. Je signale que près de 40% des abonnés, ce qu'on appelle les abonnés sociaux, ne paieront pas un sou de plus, pas un franc de plus. Après, il y a 30% qui paieront entre 500 et 600 francs. Quand on sait qu'un SMS coûte 50 francs, bon, je pense que payer un peu plus pour que ceux qui sont les plus pauvres, les plus défavorisés, puissent avoir de l'électricité est une bonne chose. Mais évidemment, les personnes qui ont les moyens doivent contribuer. Il y a d'abord un élément de solidarité. Ceux qui ont les plus hauts revenus paieront plus cher. Deuxièmement, les investissements seront faits en faveur du monde rural, c'est-à-dire en décentralisation et au-delà des villes. Parce qu'il ne faut pas donner seulement l'électricité à Abidjan, à Bouaka, à Yamoussoukro, à Korogo et autres. Il faut donner ça à tous les Ivoiriens. Et je prends l'engagement que d'ici 2017, tous les villages de plus de 500 habitants auront de l'électricité. C'est le programme d'électricité rurale que nous sommes en train de développer. Tout cela demande de l'argent, ça demande des investissements, ça demande qu'on le fasse sans nous endetter. Alors, vous voyez, alors avec cela, je considère que cette hausse d'électricité, d'ailleurs, permet, malgré la hausse, d'être en deçà du prix du kilowattheure dans la plupart des pays africains. Donc, nous continuerons de penser aux plus défavorisés, de protéger les plus défavorisés, nous continuerons d'investir et nous continuerons d'appeler à la solidarité des uns et des autres. Un petit point sur les jeunes, je crois que c'est une de vos priorités, Monsieur le Président. Et vous aviez promis la création d'1 million d'emplois pour les jeunes en 5 ans. Avez-vous atteint votre objectif? Ah oui, tout à fait. Peut-être pas seulement pour les jeunes. J'avais promis la création de plus d'1 million d'emplois et les jeunes sont en pole position, je dirais. Nous avons quand même créé près de 1 300 000 emplois. La question fondamentale, c'est la jeunesse urbaine. Parce qu'en réalité, ces créations d'emplois ont eu lieu surtout dans le milieu rural, les projets de production agricole, le PNIA, tout ça, le projet national d'investissement agricole, et certains projets spécifiques en matière minière. Mais dans les grandes villes, notamment à Abidjan, le taux de chômage des jeunes reste très élevé. Vous savez, la jeunesse, c'est tout de même... c'est l'avenir, c'est l'énergie d'une nation. Il faut qu'elle soit encadrée, il faut qu'elle soit éduquée, il faut qu'elle soit saine et il faut également lui donner les moyens de s'épanouir. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? J'ai tout de même mis en place un comité pour voir ce qui s'est fait ailleurs, les pays qui ont réussi. Et nous nous sommes fait appuyer par le programme des Nations Unies pour le développement et nous avons pris un peu de temps pour le faire et c'est très récemment, il y a 1 mois, je viens de créer un ministère chargé de la promotion de la jeunesse et surtout de l'emploi des jeunes. Et je l'ai rattaché au président de la République pour montrer mon engagement envers les jeunes. Quand je prends un engagement, je fais en sorte que nous puissions arriver à bout. Alors moi, je suis impressionné déjà par les premiers
projet que me propose le nouveau ministre délégué, Sidi Touré, qui a été d'ailleurs mon chef de cabinet pendant près de 10 ans, qui connaît mes méthodes de travail, qui sait que l'efficacité, le résultat sont des choses auxquelles je tiens. Donc je suis maintenant à l'aise, et pas plus tard que hier, nous avons mis en place près de 30 milliards de francs CFA, de ressources, pour engager des projets spécifiques qui vont débloquer cette situation, surtout à partir d'Abidjan. Ensuite, nous irons dans les autres grandes villes. Mais cela ne peut réussir que si notre enseignement est adapté et vise l'emploi des jeunes, que ce soit dans le domaine touristique, dans le domaine des nouvelles technologies, dans le domaine donc des ventes en ligne, des choses comme ça. Et par conséquent, je suis confiant que nous allons réussir ce pari. C'est une des préoccupations majeures de tous les Ivoiriens, pas seulement du président de la République, parce que nous avons tous des enfants et nous considérons que l'avenir de ce pays repose sur la jeunesse et nous devons continuer d'investir et je ferai tout pour réussir cet engagement. Monsieur le Président, parlons maintenant des salaires. Vous avez procédé à la revalorisation des salaires des fonctionnaires et on entend dire que tous les fonctionnaires ne sont pas concernés par cette augmentation. Non, ça, je pense que ce n'est pas totalement exact. Vous savez, il y avait près de quasiment 150 et 200 000, selon l'année que l'on prend, de fonctionnaires qui n'avaient pas eu un franc d'augmentation de salaire depuis un quart de siècle, depuis 27 ans. Bon, bien évidemment, d'abord, c'est une injustice. Je ne trouve pas ça normal que l'on puisse travailler pendant un quart de siècle et qu'on n'ait pas d'augmentation de salaire. Partout où moi j'ai travaillé, tous les ans, j'avais des augmentations de salaire, que ce soit à la Banque mondiale, au Fonds monétaire, et ainsi de suite. Alors, à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, je veux dire. Alors, nous avons procédé à cette décision, corps par corps, et maintenant c'est fait. Maintenant, il y a un certain nombre de personnes qui ne sont pas retrouvées sur le fichier. Je crois qu'il y a à peu près 6 000 personnes, ou qui ne se sont pas représentées à la fonction publique, où les documents sont irréguliers, mais il faut que ce soit fait dans la plus grande rigueur. Nous tenons à ce que les salaires fictifs, les situations où peut-être des personnes ont un double salaire soient dénichées, mais tout ça sera réglé parce que c'est un engagement. Mais je vois que la plupart des fonctionnaires sont très satisfaits, sont motivés. Mais je leur dis que moi j'ai rétabli ce à quoi ils avaient droit et je suis content d'avoir pu le faire grâce à la gestion rigoureuse que nous avons eue des finances publiques et de l'économie ivoirienne. Monsieur le Président, vous avez parlé de l'importance de l'éducation. Oui. Il y a eu des classes qui ont été construites, des écoles qui ont été construites, les universités rénovées. Oui. Mais à propos des universités, justement, les enseignants et les étudiants se plaignent de l'absence de matériel. Oui. Et ça a entraîné des perturbations au niveau de l'université. Non, c'est vrai. Vous savez, quand on voit les investissements que nous avons faits pour les universités existantes, que ce soit Cocody, Abobo Adjamé, Bouaké, et qu'on ait eu ces difficultés par la suite, ce n'était pas normal. Et je crois que les étudiants avaient raison, les enseignants avaient raison. Et j'ai demandé que ce dossier soit pris à bras le corps par le Premier ministre et par le secrétaire général de la présidence, et ces questions ont été largement réglées. Nous avons même demandé qu'on renforce Internet sur le campus. Toutes les défaillances ont été détectées en accord avec les présidents d'université, et cela réparé. On ne peut pas investir près de 200 milliards pour des infrastructures et se retrouver avec une affaire de 3-4 milliards à ne pas régler. Je trouve ça inadmissible et maintenant la question est en voie d'être résolue. Sur les salles de classe, vous savez, nous avons construit quand même depuis mon arrivée près de 9600 classes. Et rien que cette année, avec les programmes que nous avons, nous allons construire 5000 classes de plus. Ça veut dire en 5 ans, j'aurai construit 15 000 salles de classe. Bon, je ne voudrais pas donner le sentiment que je fais des reproches à mes prédécesseurs, mais peut-être demander-leur combien de salles de classe ont été construites en 10 ans. Je peux vous dire que ce n'était même pas le 10e. Alors nous continuerons. Ce n'était pas seulement dans le primaire, mais ça a été également dans le secondaire. Et pour les universités, bien sûr, comme vous le savez, nous avons ouvert donc Korogo, nous avons ouvert donc Daloa, nous allons aller construire, nous avons commencé Mans, nous allons commencer San Pedro et bientôt Bondougou et ainsi de suite. Mon objectif à moyen terme, compte tenu de l'expérience que j'ai eue, surtout je me suis occupé de l'Amérique latine
et de l'Asie quand j'étais au Fonds monétaire international, c'est très important d'avoir des pôles universitaires dans les régions. D'abord pour les familles, ça leur permet de fixer les jeunes dans leur région, de les garder plus longtemps à la maison, ça leur donne un encadrement et ça réduit les coûts de transport pour les familles défavorisées. Envoyer des enfants jusqu'à Abidjan ou même jusqu'à Bouaké n'est pas facile. Donc nous aurons une université dans chaque chef-lieu de district. C'est-à-dire qu'en dehors d'Abidjan et de Yamoussoukro, mon ambition c'est que nous ayons 10 universités. Donc on aura un minimum de 12 universités sur l'ensemble du territoire. Pour que même au Djéné, qui est très loin, je dis même au Djéné parce que c'est l'une des régions les plus défavorisées, Bouna, des régions où il n'y avait quasiment même pas d'école. Quand j'ai fait la campagne, je suis allé dans Bouna, dans des villages, les écoles n'avaient pas de toit. Mais je vais leur donner l'université à terme. Nous allons le faire à Odjéné. Nous allons le faire dans tous les chefs-lieux de district. Parce que l'éducation, c'est la base du progrès. Et c'est également la base de l'évolution, de l'émancipation des peuples. Et je tiens beaucoup à cela. Monsieur le Président, avant de passer aux effets néfastes des inondations, dès votre arrivée aux affaires, vous avez pris l'engagement de construire 60 000 logements. Est-ce que 4 ans après, l'objectif est atteint? Non, pas du tout. Pas du tout. Sur ce dossier, nous avons des lenteurs. Nous avons eu d'abord des problèmes, vous savez, les querelles dans l'administration, maintenant qui sont réglées, les questions d'attribution et tout ça. J'avais commencé avec un ministère du logement, parce que je voulais donner la priorité au logement. Bon, évidemment, par la suite, nous avons pensé que tout ça créait trop de bureaucratie. Et nous avons donc remis le tout dans un ministère de la construction, du logement, de l'urbanisme. Alors, les programmes, vous savez, de logement doivent être bien étudiés. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où on fait des logements et que personne ne puisse l'habiter. Donc il fallait bien sûr des logements sociaux, des logements moyen standing et des logements de grand standing, notamment pour les institutions internationales comme la Banque africaine de développement. Donc il faut régler les problèmes de terrain. Il faut trouver les bonnes entreprises qui ont montré qu'elles peuvent le faire et qu'elles l'ont fait ailleurs. Il faut trouver les financements et surtout voir comment les Ivoiriens les plus défavorisés peuvent avoir accès à ce financement. Les taux d'intérêt étaient aux alentours de 14-15% il y a 5 ans. Mais nous avons demandé à la Banque centrale, nous avons demandé aux banques commerciales de travailler à réduire le taux de sortie des prêts. Et nous y arrivons. Et les logements sociaux, les gens pourront les avoir à moins de 10% de taux d'intérêt, quelquefois même 6%. Et c'est ce qui leur permettra de payer les traites, les loyers vont pouvoir couvrir donc les traites que les personnes auront. Nous continuerons. Nous avons à peu près 20 000 logements en perspective. Je confesse que nous n'aurons pas atteint mon objectif, mais parce que tout simplement, d'abord, nous avons eu des urgences par rapport à la situation générale, par rapport au vécu des Ivoiriens, l'eau, la santé, l'école, etc. Et maintenant, le problème administratif lié à la question donc des terres, de l'aménagement, mais tout ça est maintenant bien réglé et ça va s'accélérer. Et je pense que nous allons pouvoir atteindre cela très facilement au cours des 2 années à venir. Abidjan a connu de très fortes inondations ces derniers temps, Monsieur le Président, et les intempéries ont fait au moins 6 morts dans la capitale économique, au moins 6 morts, dont certains dans des quartiers qui avaient pourtant fait l'objet d'opérations de déguerpissement ces derniers mois. Alors, pourquoi est-ce que cela arrive encore? Oui. D'abord, mes condoléances, bien évidemment, à toutes les victimes. Il y a eu exactement 10 morts, le résultat de ces inondations du mois de juin. Et ce n'est pas facile d'avoir une telle situation. D'abord, prendre la décision de déguerpissement n'était pas facile, parce qu'en général, ce sont des populations vraiment très défavorisées. Il fallait trouver des endroits pour les délocaliser, il fallait leur donner un pécule pour le faire, et il fallait essayer de voir comment construire des logements à bas coût le plus rapidement possible. Tout ça a été engagé, mais bien évidemment, tout ne peut pas être terminé d'un temps T. Et malheureusement, certaines de ces populations sont retournées sur les lieux dont elles avaient été déguerpies. Bon, évidemment, mais je signale que les morts que nous avons eus proviennent des éboulements.
ou bien des personnes qui ont été emportées par des eaux. Voilà, donc c'était quand même pas le spectacle que nous avons vécu il y a 2-3 ans, où nous avions une trentaine de morts parce que bon, la situation même de l'assainissement des voies n'avait pas été réglée. Là, je voudrais féliciter le ministre de la Construction qui a été très courageux pour ce programme d'assainissement. Mais nous avons d'ailleurs, hier en Conseil des ministres, décidé de continuer. Il faut continuer, il faut éduquer. Il y a aussi une volonté, je pense, nous devons avoir la volonté, un civisme plus aigu. Nous devons parler aux populations de ces endroits à Diamé, à Tekoubé, leur dire que c'est de notre intérêt à tous. Nous ne voulons pas voir des morts à cause des eaux. Quand il pleut comme ça, c'est très bien pour nos barrages, pour l'agriculture, mais le résultat, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait de morts, et c'est 0 mort pour la prochaine saison des pluies. C'est l'objectif que nous nous sommes donné. Je voudrais revenir un petit peu justement sur les déguerpissements. Ces populations qui étaient dans des zones à risque, on les a chassées des endroits où ils étaient. Le ministère de la Construction lui-même dit qu'il y a 4% de ces populations qui ont été dédommagées. Le résultat, ce sont des familles éclatées qui habitent séparées dans différents quartiers, des enfants qui ne vont plus à l'école, des gens qui ont perdu leurs moyens de survie. Est-ce que ce n'est pas mettre ces populations encore plus à risque ? Non, bien au contraire, il faut les sécuriser dans les nouveaux endroits qui leur sont créés. Vous savez, nous avons un devoir de protection de ces populations défavorisées. Nous ne pouvons pas tout simplement, ce sont les plus fragiles, et nous ne pouvons pas tout simplement les laisser là et prendre le risque qu'il y ait encore des morts à cause de la saison des pluies. Non, nous devons faire plus en matière de construction de logements spécifiques à bas coût et faire en sorte que ces personnes se retrouvent dans des endroits mieux sécurisés. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Alors, la Côte d'Ivoire est classée 115e sur 175 pays au classement de Transparency International sur la corruption. Les diplomates et de nombreuses ONG dénoncent ce problème. Il y a eu des mesures qui ont été prises, des campagnes qui ont été faites. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, ça marche, mais ça prend du temps. Vous savez, écoutez, la corruption, malheureusement, elle est ancienne comme malheureusement la nature humaine. Mais ceci étant, nous devons tout faire pour continuer de combattre la corruption. Nous avons pris des mesures, je ne vais pas ennuyer tout le monde avec ça, que ce soit la déclaration des biens, que ce soit le code d'éthique au niveau du gouvernement, que ce soit la mise en place de la haute autorité pour la bonne gouvernance, et ainsi de suite. Et je peux vous dire que moi, je suis sans état d'âme sur les questions de corruption. Je demande qu'on me fasse état de cas de corruption et je les règle dans la journée. J'ai pris des décisions spectaculaires en la matière, je ne voudrais pas donc revenir là-dessus. Et chaque fois que j'ai pu avoir la preuve qu'un agent a été indélicat, à détourner des deniers publics, j'ai pris mes responsabilités, que ce soit au niveau de l'administration ou au niveau d'autres structures. Donc je continuerai. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où cela a été quand même longtemps toléré. Ça rentre dans le cadre global du problème de l'impunité dans notre pays. Alors, on peut voler, tant qu'on partage un peu, ça passe. Mais moi, je n'accepte pas cela. On ne doit pas voler les deniers publics. On ne doit pas voler un point, un trait. Alors, maintenant, nous avons des mécanismes en cours. J'ai demandé au Premier ministre d'avoir d'ailleurs un numéro de téléphone où les gens peuvent donner des informations à la primature. Ce n'est pas des dénonciations. Quand nous avons cela, nous faisons des enquêtes. Si les enquêtes confirment qu'il y a eu abus de biens ou vol de biens, nous agissons. Et nous continuerons de le faire. Mais la question de gouvernance, vous voyez, la Côte d'Ivoire, vous avez dit, est passée, je ne sais pas, de 175 à 115, mais vous n'avez pas dit où est-ce que nous étions auparavant. Alors, c'est quand même, nous avons fait un progrès considérable. Même toutes les structures de gouvernance, doing business et autres disent que la Côte d'Ivoire est parmi les 10 meilleurs pays en matière d'évolution dans la bonne gouvernance. Et nous continuerons. Si nous n'avons pas la bonne gouvernance, Valérie, nous allons avoir un pays où les ressources publiques ne seront pas utilisées à bonne fin. Vous savez pourquoi nous arrivons à faire des dizaines de milliers de classes?
des centres de santé, de l'eau potable, de l'énergie. Tout cela en 4 ans, et que certains n'ont pas pu le faire en 10 ans. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait des ressources qu'il y avait? Parce que ces ressources ont été gaspillées. Et je n'accepte pas le gaspillage des ressources publiques. Si quelqu'un est riche et veut gaspiller son argent personnel, c'est son droit. Alors donc nous continuerons de traquer tous ceux que nous considérons, sur lesquels nous avons des éléments précis sur les questions de corruption. Et nous serons sans état d'âme, quelle que soit la personne, quel que soit le niveau de la personne. L'élection présidentielle est prévue pour le mois d'octobre prochain, sauf changement de dernière minute, Monsieur le Président. Mais pourquoi voulez-vous qu'il y ait un changement? Sauf changement de dernière minute, c'est prévu pour octobre prochain. Non, je ne vais pas demander une prorogation de mon mandat. Non, Tout à fait. Ouais. Alors, vous avez déjà annoncé votre candidature, vous êtes porté par la coalition RHDP. Peut-on dire que c'est une élection présidentielle gagnée d'avance? Ah non, point du tout, aucune. Ça, ce serait une injure à mes concitoyens. À ce moment-là, il ne fallait pas organiser d'élection si elle est gagnée d'avance. Mais il faut respecter donc nos concitoyens, et les Ivoiriens. Il faut en faire en sorte que les gens puissent s'exprimer. Et c'est important que nous ayons cette décision du RHDP. Je n'arrête pas de dire que cette décision a été mûrement réfléchie par le président Bédié. Et vraiment, je voudrais à nouveau lui rendre hommage. Ce n'est pas de la politique. Mais mon expérience a montré que la plupart des pays qui ont fait des progrès considérables en matière de développement économique et social, c'est grâce à la paix et à la stabilité. Aujourd'hui, nous avons la paix. Cette décision du RHDP donne de la stabilité à la Côte d'Ivoire sur les 10, 15, 20 ans à venir. Et ça veut dire qu'en 30 ans, c'est une génération. Avec la paix et la stabilité sur une génération, la Côte d'Ivoire sera totalement transformée. Et donc je rends hommage au président Bédié parce qu'il aurait pu dire, mais après tout, je n'ai pas été élu en 2010, je vais être candidat en 2015. Rien ne l'en empêchait. Mais il a décidé de me soutenir en disant, mais voici une équipe qui fait du bon travail. Ce travail est partagé par les partis alliés, le PDCI, le RDR, l'UDPCI, tous les partis qui sont membres de la coalition, et que c'était mieux pour la Côte d'Ivoire de continuer dans cette voie. Et moi, j'en suis très heureux, mais cela ne veut pas dire que l'élection est gagnée d'avance. Nous allons faire campagne. Nous allons d'abord nous assurer que tout est fait pour que le maximum d'Ivoiriens soient sur la liste électorale. Parce que c'est le droit, et j'encourage tous les Ivoiriens à voter. Le taux de participation est une affaire importante pour la crédibilité de l'élection. Bon, bien sûr, le taux d'élection, pour moi, est un élément auquel je tiens, mais la commission électorale indépendante, comme son nom l'indique, indépendante, elle fait un travail donc maintenant de révision de la liste électorale. Cela doit se poursuivre et elle fera en sorte que les élections se tiennent selon les règles. Je ne ferai aucune interférence avec le travail de la commission. Elle a été mise en place après beaucoup de difficultés. Elle travaille maintenant, il y a un consensus à l'intérieur. C'est leur responsabilité de nous organiser de bonnes élections. Nous avons déjà provisionné les montants dont la commission a besoin pour faire son travail. Il n'y aura pas de rupture de financement. Nous allons financer ces élections et ces élections devront avoir lieu à bonne date. Et je suis persuadé, moi, qu'elles seront apaisées, qu'elles seront démocratiques, elles seront transparentes. Et j'ajoute qu'en réalité, les élections de 2010 ont été apaisées et transparentes. Les gens l'oublient. Ce n'est pas le processus électoral qui a posé problème. C'est l'acceptation du résultat. Les Ivoiriens sont habitués à aller voter dans la paix, dans le calme. Donc je ne me fais pas de soucis. Et vous pouvez considérer que cette fois-ci, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté d'acceptation des résultats. En tout cas, je le souhaite. C'est vrai, Monsieur le Président, vous avez anticipé sur la question. Voilà. Ça veut dire que vous êtes rassuré, vous êtes convaincu que les élections vont se passer dans de très bonnes conditions. Mais qu'est-ce qui pourrait expliquer cette inquiétude de certains de vos compatriotes? Mais vous avez déjà donné la réponse. Vénance? Oui, je voudrais revenir sur l'appel de Daoukro qui a été lancé par le président Bédié. Ça fait beaucoup de bruit. Je crois même que ça vous a coûté l'amitié d'un de vos anciens amis. Est-ce que vous êtes sûr que la base du PDCI suivra cet appel-là?
Oui, mais vous savez, les électeurs sont libres. Je pense que le président Bédié est un homme politique qui a quand même montré qu'il est appuyé et soutenu par le PDCI. Cela a été démontré à plusieurs occasions, le congrès du PDCI et d'autres opportunités. Je souhaite pour ma part que, bien sûr, les électeurs du PDCI suivent le président Bédié pour que je puisse effectivement avoir un taux de participation et d'élection confortable. Mais je peux vous dire en toute honnêteté que je n'ai pas de doute sur cet aspect des choses. Le président Bédié est respecté dans son parti. Son parti sait que cette alliance est bonne pour la Côte d'Ivoire, mais elle est également bonne pour le PDCI. À partir de là, je ne vois pas pourquoi les électeurs du PDCI ne voteraient pas donc le candidat soutenu par le PDCI. Vous dites qu'elle est bonne pour le PDCI, mais plusieurs personnalités de ce parti ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Oui. Ils ont même un peu tourné le dos au chef de leur parti. Vous imaginez à qui je pense? C'est la liberté d'expression. Je pense qu'elles ont le droit de s'exprimer de cette manière, d'être candidat, c'est leur droit. Moi, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Mais pour vous, ça n'est pas une épine dans le pied en vue d'octobre prochain? C'est la preuve de la démocratie. Ça veut dire que la démocratie est vivante en Côte d'Ivoire et que, en réalité, tout le monde peut se déclarer candidat et espérer aller à des élections pour les gagner. Voilà. Monsieur le Président, dans ces conditions, votre objectif, est-ce que c'est d'être réélu dès le premier tour? Ah oui, moi, mon objectif, c'est d'être élu dès le premier tour pour qu'on puisse continuer le travail. Parce que s'il y a un deuxième tour, ça fait un mois de moins. Vous voyez, j'ai déjà perdu 4 mois et demi avec la situation passée. Je souhaite que je sois élu dès le premier tour, comme ça, j'aurais rattrapé un mois. Ça permettrait de continuer. Et je souhaite que cette campagne soit la plus courte possible pour ne pas interrompre le travail du gouvernement. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre Daniel Duncan. J'ai dit, faites en sorte que le gouvernement travaille quasiment jusqu'à la dernière minute. C'est important, bien sûr, les élections, mais ce qui est plus important, c'est ce pourquoi les Ivoiriens m'ont élu. C'est de mettre la Côte d'Ivoire au travail, c'est de faire avancer la Côte d'Ivoire, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, en gros, ça veut dire que vous ne craignez pas du tout l'opposition ou les recompositions actuelles de l'opposition? Non, mais il ne faut pas avoir de crainte en politique. Il faut être engagé, et il faut être confiant. Et c'est ce que j'ai été. J'ai été opposant moi-même. Ça m'a pris combien d'années? Ça m'a pris plus de 10 ans. Mais j'ai accepté les vicissitudes. Et puis bon, mais fondamentalement, les Ivoiriens se sont prononcés à ma faveur. Je remercie mes concitoyens. Et à partir de là, mais tous ceux qui veulent être candidats peuvent être candidats et puis les Ivoiriens trancheront. Et je souhaite que mon programme, mon bilan, soit là pour donner confiance à mes concitoyens que je mérite un deuxième mandat. Dès le premier tour. Dès le premier tour. Voilà. Monsieur le Président, l'alternance, c'est dans 5 ans. Vous ferez la passe au PDCI? Je suis d'accord avec l'appel de Daoukro. Oui. Nous devons faire un parti unifié. Ce sera l'objectif. Et je l'ai dit, je l'ai répété. Pour moi, les questions de personnes ne m'intéressent pas. Le parti doit être unifié. Nous devons avoir un grand parti. Et c'est cela qui fera la stabilité de la Côte d'Ivoire. Si on parle d'alternance aujourd'hui, c'est parce que nous avons encore le PDCI, le RDR et autres. Il y aura une alternance, elle est certaine, mais par rapport à ma personne, parce que moi je ne serai pas candidat en 2020. Mais à partir de là, le parti unifié verra les mécanismes par lesquels on doit choisir la meilleure personne pour aller donc aux élections. Voilà. La révision de la liste